Bonjour, je m'appelle Cécile Brochard, je suis maître de conférences en littérature comparée. Euh, je suis spécialiste des littératures extra-européennes contemporaines et je travaille à l'université de Caen-Normandie depuis septembre 2019. Donc le titre de ma thèse, c'est Fiction du pouvoir et pouvoir de la fiction, les romans du dictateur à la première personne. Donc une thèse que j'ai soutenue en 2012 à l'université de Nantes sous la direction d'Alain-Michel Boyer, professeur de littérature comparée. Alors, j'imagine qu'on pourra s'étonner que tu participes à cette série d'entretiens qui regroupe les hispanistes de la 14e section, mais on va s'apercevoir rapidement, quand tu vas parler de ton sujet de thèse, que tu es, si ce n'est à 50, disons entre 50 et 60% de tes corpus, et des corpus hispanophones, notamment de l'Amérique latine, donc il était tout à fait justifié que tu participes à cette aventure. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qui t'a poussé vers la littérature comparée? Oui, alors ce qui m'a poussée vers la littérature comparée, c'était comment dire, la difficulté voilà, concrètement, la difficulté de choisir dans tout ce que j'aimais lire. Donc ça, c'était l'un des premiers mouvements qui m'a porté vers la littérature comparée. J'aime beaucoup l'ouverture que ça permet et ce croisement que ça permet entre des littératures qui en fait ont beaucoup de points communs, mais qui ne se touchent pas nécessairement dans les études plus, j'allais dire, plus spécialisées, plus disciplinaires. Voilà, donc ça, c'était vraiment voilà, la liberté que ça m'offrait de pouvoir continuer, notamment à lire en anglais, à lire en espagnol, à travailler aussi d'autres langues. Ça, j'aimais beaucoup. Très bien, donc on comprend qu'avec des lectures en espagnol, en anglais, n'es pas réussi à choisir, comme on est nombreux à avoir mis du temps à choisir entre l'espagnol, les lettres modernes, etc. Mais bon, donc est-ce que cette thèse, ce choix de la littérature comparée, c'est l'aboutissement d'un parcours traditionnel avec une licence, une maîtrise, un DEA? D'ailleurs, tu pourras nous dire sur quoi portaient tes mémoires de maîtrise et de DEA, ou est-ce que tu as un parcours plus singulier qui explique cette difficulté à choisir entre l'anglais, l'espagnol, le français et compagnie? Alors, j'ai un parcours tout à fait classique, donc rien n'explique a priori ma difficulté à choisir par un parcours atypique en tout cas. Donc, moi, j'ai un parcours tout à fait classique, mais dans lequel j'ai pris un grand plaisir à découvrir la littérature comparée, je n'en avais jamais fait donc, avant. Donc, j'ai découvert énormément de pistes, hein, de problématiques avec la littérature comparée. J'ai ensuite exploré tout ça avec l'agrégation. Donc après ma maîtrise, donc à l'époque, hein, j'ai passé le concours d'agrégation. Et là, donc, on avait en lettres modernes, on a deux gros programmes, hein, de comparer. Donc ça m'a encore voilà, conforté dans mon choix. Et donc un parcours, pour répondre à ta question, un parcours tout à fait classique. Et tes mémoires de maîtrise et DEA, alors ils portaient sur quoi? Alors, mon mémoire de maîtrise portait donc sur Belle du Seigneur d'Albert Cohen, puisque au départ, hein, j'en reparlerai peut-être rapidement tout à l'heure, mais au départ, je voulais travailler donc sur Albert Cohen et sur d'autres auteurs européens. Donc ensuite, j'ai passé l'agrégation, j'ai découvert beaucoup d'autres littératures et toujours dans ce spectre de littérature et politique, je me suis intéressée à la littérature baroque du XVIe siècle, donc rien à voir. En fait, il y a beaucoup de points communs avec Albert Cohen, mais a priori rien à voir. Et j'ai décidé de travailler sur la poésie en fait baroque du XVIe siècle, et notamment la poésie de l'Apocalypse. Donc en littérature française. J'ai testé la littérature française plutôt pour mes deux mémoires. Et, je me suis définitivement tournée vers la littérature comparée pour mon doctorat. Et alors, la littérature hispanophone, elle arrive comment dans ce panorama, à part que dans tes études, tu as dû aborder certaines œuvres dans le cadre de questions de littérature comparée. Mais pourquoi elle commence à prendre une place aussi importante au point de faire le cœur de ton sujet de thèse? Elle prend en fait une place très importante avec Garcia Marquez. En fait, c'est vraiment une lecture
c'est une lecture qui m'a profondément marquée pendant mon, je sais plus si c'était, je sais plus exactement, c'était en licence, en troisième année de licence, je crois. Donc c'est un roman qui m'a vraiment ébloui, qui ne m'a jamais vraiment quittée. Et finalement, j'ai tourné un peu autour. Et quand j'ai choisi de revenir à ces questions de poétique en contrepoint de la politique, hein, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Quand j'ai choisi de travailler là-dessus en doctorat, j'ai échangé avec le directeur de thèse que je, enfin, que j'appréciais en fait d'un point de vue intellectuel et humain, donc Alain-Michel Boyer. Et de fil en aiguille, on est venu à parler de Garcia Marquez et lui aussi avait adoré ce roman. Donc tout a pris forme en fait à partir de là dans nos échanges, grâce en fait à l'automne du patriarche de Garcia Marquez. Bon, alors j'imagine que dans ton corpus de thèse, il n'y a pas que El Otoño del Patriarca dans voilà. Donc, est-ce que tu peux avant qu'on en vienne au sujet proprement dit, est-ce que tu peux nous décrire un peu les aires géographiques de ton corpus? Il y a des auteurs hispanophones, lesquels, anglophones, lesquels, francophones, lesquels? D'accord. Alors, pour les auteurs hispanophones, qui constituent en fait les romans, j'allais dire, enfin, magistraux, vraiment les bons, enfin, les chefs-d'œuvre en fait, hein, entre guillemets, les chefs-d'œuvre voilà, de mon corpus. Donc, il y a L'automne du patriarche de Garcia Marquez, El recurso del método d'Alejo Carpentier, Le magistral igual supremo d'Augusto Roa Bastos et Autobiografía del general Franco, donc de l'espagnol Vázquez Montalbán. Donc là, ce sont vraiment des romans exigeants, des romans que j'ai vraiment eu plaisir en même temps à travailler, mais qui m'ont donné vraiment du fil à retordre. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas des qualités, mais voilà, on a quand même un pôle hispanophone très très exigeant. À côté, donc j'avais des romans français francophones, donc un roman de l'écrivain algérien Rachid Mimouni, Une peine à vivre, et 2 romans français donc moins connus, hein, Un testament de Staline de Jean Cau et Le protecteur de Bourbon-Busset. Et 2 romans ensuite américains, The Coup donc de John Updike et The Autobiography of Joseph Stalin de Richard Loury. Donc il y avait quand même une grande différence qualitative dans mon corpus. Mais j'ai trouvé justement intéressant de la travailler parce que c'était stimulant de voir la manière dont finalement des écrivains, j'allais dire, magistraux comme García Márquez ou Roa Bastos pouvaient tracer les contours d'une sous-catégorie romanesque, hein, peut-être pas d'un sous-genre, mais d'une sous-forme ou d'une sous-catégorie romanesque, et comment celle-ci pouvait ensuite être retravaillée, y compris parfois dans son manque de profondeur chez d'autres écrivains. Donc je voulais vraiment dresser autour de cette constellation romanesque. Bon, et alors pourquoi précisément ce sujet sur littérature et politique? Alors, ce sujet, je ne sais pas si ça rejoint la question de ce que j'ai voulu démontrer dans ma thèse. Je vais peut-être croiser voilà, les approches. Tout est parti de l'idée qui m'intéressait au départ, hein, de la poétique en contrepoint de l'idéologie. La question de départ, c'était comment des romans profondément engagés contre la dictature pourraient-ils utiliser une parole monologique, une écriture univoque, autrement dit, comment des romans qui réfléchissent vraiment à ce qu'est être engagé contre la dictature pourraient utiliser les mêmes armes que la dictature, donc dans l'espace du discours. Comment pourrait-il utiliser des armes de propagande, même si c'est une propagande démocratique? Comment, en d'autres termes, pourrait-il être des romans à thèse? Voilà. Donc ça, c'était vraiment la question de départ qui m'intéressait. Et justement, en travaillant ces romans, j'ai voulu montrer qu'ils intégraient l'équivocité, qu'ils intégraient le pluralisme, qu'il déstabilisait en fait les attentes traditionnelles peut-être du lecteur, celles qu'on attendrait donc d'un roman satirique,
Et ça, c'était la deuxième question qui m'a vraiment stimulée. C'est la question donc du lecteur. Comment celui-ci, face à des romans qui finalement ne sacrifient pas à la clarté pédagogique rassurante de la satire, comment le lecteur parvient-il à repérer le guidage normatif des romans? Comment parvient-il à se repérer lui-même dans ce labyrinthe de voix, dans ce labyrinthe d'équivocité? Et alors, tu as dit tout à l'heure que ce qui t'avait intéressé, c'était de voir comment espèce de modèle latino-américain qui s'était créé avait pu influencer les autres littératures. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler de comment on appelle ça, de cette imprégnation et de cette influence? Oui, alors j'ai beaucoup travaillé, ce que je n'ai pas pu intégrer pour des raisons voilà, diverses et variées dans ma thèse, mais je l'ai beaucoup travaillé ensuite. J'ai beaucoup travaillé la question des relations transatlantiques, donc Afrique-Amérique. À ce titre, il y a une expression très belle de Florence Paravi qui parle d'un tiers-espace, en fait. C'est-à-dire que les écrivains africains, quand ils ont voulu, pour simplifier, trouver, j'allais dire, leur propre langue, leurs propres mots, ne se sont pas, je parle des romans de la dictature, hein, ne se sont pas tournés vers l'Europe, mais se sont tournés vers l'Amérique latine pour y trouver justement quelque part des modèles, pour y trouver de nouvelles voies. Alors ça, c'est très, très, comment dire, c'est très évident, par exemple avec un auteur congolais qui s'appelle Sonny Laboutansi, qui s'est inspiré, c'est plus qu'une inspiration, ouais, qui s'est complètement nourri de Garcia Marquez, par exemple. Donc, ça se traduit par l'intégration d'une parole grotesque, par l'intégration justement de l'équivocité que j'évoquais tout à l'heure. Donc, les romanciers en fait hispano-américains, en trouvant leur propre voie, ont donné des modèles, ont donné des envies, des pistes à un grand nombre, à toute une génération en fait d'écrivains africains qui voulaient sortir du dialogue avec l'Europe. Tu as quelques titres comme ça de romans qui sont très clairement inspirés de la novela del dictador de l'Amérique latine? Oui, c'est chez Sonny Laboutansi, c'est vraiment très évident avec par exemple L'État honteux. Donc on va retrouver, on avait travaillé dessus dans un séminaire, lors d'un séminaire du GRELP, où j'avais lu la première page de L'État honteux. Et voilà, je me souviens des réactions des jeunes chercheuses, en l'occurrence, qui étaient là. Voilà, c'était vraiment c'était Garcia Marquez, dans une écriture qui était enfin, qui associait voilà, une forme de réalisme, mais en même temps du grotesque. Il y avait pardon pour l'image, mais ce testicule hernier qui revenait aussi, qui faisait son apparition dans le roman de Sonny Laboutansi comme un hommage étonnamment burlesque à Garcia Marquez. Donc voilà, vraiment chez Sonny Laboutansi, c'est évident. Donc L'État honteux, c'est vraiment... Est-ce que tu l'as chez toi, ce livre? Et le cas échéant, est-ce que tu peux nous lire la première page pour qu'on voit effectivement les similitudes avec l'Otonio del Patriarca? Oui, tout à fait. Voici donc l'incipit de L'État honteux de Sonny Laboutansi. Voici l'histoire de mon colonel Martilimi Lopez, fils de maman nationale, venu au monde en se tenant la hernie, parti de ce monde toujours en se la tenant. Lopez national, frère cadet de mon lieutenant-colonel Gaspard Mansi. Ah, pauvre Gaspard Mansi, chef suprême des armées, ex-président à vie, ex-fondateur du Rassemblement pour la démocratie, ex-commandant en chef de la liberté des peuples, feu Gaspard Mansi, hélas comme Lopez de maman, venu au monde en se la tenant, parti du monde de la même sale manière, quel malheur. Nous le conduisîmes du village de Maman Nationale à la capitale, où il n'était jamais venu avant, jamais de sa vie. Nous le conduisîmes au milieu des champs, des salves de canon, des vivates et des cris. Lui chantait l'hymne national, assis sur le dos de Mupurtanka, son cheval blanc. Parce que le blanc est le symbole de la franchise, il était franc comme nous allons le voir, mes frères et chers compatriotes. Donc le roman se poursuit. Voilà, j'arrête ici ma lecture, mais on a donc je ne sais pas si vous l'entendiez, mais
le premier paragraphe, c'est une seule et même phrase. On va avoir cette même incertitude sur le nous, voilà, qui détient la narration, cette image. Il y a d'autres extraits du roman qui sont encore plus explicites, mais cette image du dictateur grotesque. Il y a un extrait aussi, donc je n'ai plus la situation exacte dans le roman, mais où exactement comme le patriarche de Garcia Marquez, il va reconstruire les frontières du temps et de l'espace à sa propre mesure. Ben voilà, on va retrouver cette démiurgie terrible, tragique et grotesque. Et ces auteurs-là, en dehors du fait qu'ils font une récupération dans leur texte, donc il y a un jeu intertextuel évident et affiché, etc., est-ce qu'ils ont un discours épitextuel où ils se revendiquent de ces auteurs et ils expliquent le pourquoi de cette revendication? Oui, alors pour Sonny Laboutansi, c'est très intéressant parce qu'il comment dire, dans des entretiens, notamment un entretien à Bernard Manier, il explique justement, entre guillemets, non pas sa dette, mais son immense plaisir à la découverte de littérature hispano-américaine, mais il ne cite quasiment jamais Garcia Marquez, alors que tous les critiques se sont justement accordés à y voir une parenté, voilà, évidente. Assez étonnamment, Sonny Laboutansi n'en parle pas beaucoup, sauf dans une expression que j'aime beaucoup. Alors, je ne résiste pas voilà, à l'envie de la partager. Pour lui, Garcia Marquez, c'est un peu comme une grand-mère. Voilà. Donc ça, c'est une idée que j'avais trouvée fort intéressante parce que ça souligne quand même une forme de proximité, mais il n'en parle jamais de cette grand-mère, finalement. Qui pourtant, voilà, dont pourtant la filiation, enfin, avec qui la filiation est explicite, hein, comme une grand-mère. Alors par contre, des écrits. Il est né en quelle année, lui, pour information? Laboutansi, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est pas grave, hein, c'était juste pour voir pourquoi c'était la Mama Grande pourquoi c'était sa Mama Grande Garcia Marquez, mais ça n'est pas grave du tout. Alors, donc ça, Laboutansi, tu allais parler d'autres auteurs aussi qui revendiquent oui. Différemment. Alors sur lesquels je n'ai pas travaillé, hein, ou quasiment, voilà, ou très très peu. Donc il y a Tierno Monenembo qui lui est dans plusieurs entretiens a vraiment explicitement comment dire, revendiqué hein, son lien aux littératures alors hispano-américaine et aussi latino en général, hein, puisqu'il parle beaucoup du Brésil, et Sami Tchak aussi. Alors que j'ai lu, mais je n'ai pas du tout travaillé ces textes. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit ce que tu avais voulu démontrer dans ta thèse, donc c'était clair. Mais est-ce que tu arrives à la conclusion que la littérature peut encore quelque chose dans la sphère sociale, politique, a un rôle à jouer dans l'histoire? Oui, j'en arrive à cette conclusion. Enfin, j'espère, en tout cas, c'est peut-être plus un horizon d'attente et un espoir. Hein, voilà. Mais je pense que les romans de la dictature, les romans du dictateur, surtout à la première personne, parfois, finalement, réalisent davantage, peut-être, que ce qu'ils espéraient faire au départ. Je pense notamment à Garcia Marquez. Je ne sais pas si c'est très juste hein, de l'exprimer ainsi, mais je pense que les romans parfois vont excéder, dans la lecture hein, qu'ils offrent, vont excéder peut-être la simple satire. Et dans la mesure où ils poussent le lecteur finalement, ces romans équivoques, ils poussent le lecteur dans ses retranchements, des retranchements interprétatifs, mais aussi des retranchements, j'allais dire, humain, enfin existentiel. Hein. Qu'est-ce que le mal? Est-ce que le mal, c'est l'altérité? Où se trouve-t-il? Enfin voilà, comment s'exprime-t-il? Est-il vraiment dans l'autre? Enfin, toutes ces questions-là. Je pense qu'en poussant le lecteur dans ses retranchements et en lui montrant que finalement l'autorité, que ce soit sur la scène politique, mais aussi dans l'espace du roman, hein, l'autorité du roman elle-même est à interroger. Donc, en poussant le lecteur à ces interrogations-là, qui sont déstabilisantes, qui sont désagréables, hein, on n'aime pas, enfin, je sais pas, on n'aime pas nécessairement être perdu à la lecture d'un roman, ne pas savoir
où se situe le jugement. Mais c'est précisément là, dans cet espace du roman qui nous permet de comprendre avant de juger, hein, pour reprendre les mots de Kundera, c'est précisément là, je pense, que se noue un des enjeux, je ne sais pas si on peut l'appeler citoyen, un enjeu social en fait, hein, du roman, faire réfléchir le lecteur, peut-être pour après, dans l'espace social, hein, lui permettre de repérer des mécanismes autoritaires et de s'en défier. Vu la perspective qui est la tienne, j'imagine que dans ton parcours latino-américain, à un moment donné, tu es tombé sur Roberto Bolaño. Et alors, est-ce que ce fameux Nocturno de Chile, de ton point de vue, est une vaste claque à donner aux auteurs du boom qui se seraient complus dans une représentation hyper esthétisante, plus ou moins... regarde, je pense à El Otoño del Patriarca, hein, on sait que derrière, il y a Fidel Castro, ce qui peut expliquer l'espèce de tendresse qu'il génère à l'égard de son dictateur. Donc, est-ce que c'est une réflexion sur le pouvoir, le problème de la mémoire, point, ou est-ce que c'est aussi en filigrane une des petites où il tirerait les leçons et où il ferait le procès du roman de la dictature, ça, celui que tu as étudié? Alors, je pense, oui, clairement, hein, qu'il y a une forme de procès, hein, de ces romans. Je vais reprendre, je crois, je reprends une de tes expressions, Caroline, il fait le procès. Enfin, il fait le procès de ces romans de la bonne conscience, en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, à cet égard, hein, c'est vrai, je repense notamment au portrait de Neruda dans Nocturno de Chile. Bon, voilà, il y a vraiment une mise à mal, hein, de cette bonne conscience, hein, de ces grands écrivains engagés du boom. Voilà. Néanmoins, j'espère, enfin je ne sais pas, voilà, mais j'ai le sentiment, voilà, peut-être que je défends Garcia Marquez envers et contre tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que son roman, en l'occurrence, hein, El Otoño del Patriarca, excède l'auteur, excède l'homme. Alors, je ne sais pas s'il a souhaité faire ça, mais en tout cas, justement dans cette proximité dérangeante et bien sûr condamnable avec le dictateur, eh bien, se met en place un système, se met en place une interrogation sur l'éthique du roman. Et je pense qu'en faisant cela, eh bien, ça permet au lecteur justement de s'interroger sur j'allais dire, cette démiurgie dans l'histoire et cette démiurgie dans le roman. Donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, et c'est au lecteur finalement éclairé peut-être de se faire sa propre opinion. Mais bon, clairement, Bolaño a raison, hein, de donner un coup de pied dans cette bonne conscience un petit peu trop installée peut-être. Alors, mis à part ton directeur de thèse, tu as dit qu'il y avait des affinités intellectuelles et que tu avais eu grand plaisir à travailler avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle clé dans ce processus de conception, d'écriture et de, entre guillemets, finalisation de la thèse? Oui, alors je redis, parce que vraiment, voilà, je lui dois énormément, hein, je redis ma dette, hein, à l'égard d'Alain Michel Boyer, vraiment mon directeur de thèse qui m'a vraiment suivi, qui m'a soutenu. Voilà. Alors, donc, j'ai été quand même formée, je pense, par deux grandes figures, entre guillemets, pour moi, d'enseignants-chercheurs, donc que j'ai eu le plaisir de suivre en fait dans mon parcours. Donc deux comparatistes. Alors, Dominique Perrache-Leborgne, qui a beaucoup travaillé sur la question du grotesque. Et j'ai eu la chance d'échanger avec elle pendant ma thèse, puisque le grotesque est donc une des modalités esthétiques majeures dans de nombreux romans du dictateur. Donc voilà, ces travaux, comment dire, oui, ces travaux sur le grotesque, mais aussi sa pédagogie, en fait, hein, m'ont beaucoup aidé. Et il y a aussi Philippe Forest, donc, dont j'ai suivi les cours aussi à l'université de Nantes, et qui a beaucoup travaillé sur le roman du jeu, sur la question du roman et du réel, hein, sur la manière dont le réel ne pouvait pas faire l'économie, en fait, ne peut pas faire l'économie d'une réflexion
sur, entre guillemets, le mal, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, par exemple. Et ça, voilà, les travaux de Philippe Forest ont vraiment été déterminants dans ma réflexion. Bon, j'imagine que comme tout le monde, tu as rencontré des difficultés, ne serait-ce que, là je vais faire un peu d'ironie, mais ne serait-ce que arriver à trouver que les autres romans de ton corpus pouvaient être à la hauteur des latino-américains. Donc, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer dans cette thèse et quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les dépasser? Eh bien, la première difficulté, c'est justement celle que tu pointes, hein, la question du corpus. Comment faire pour intégrer, voilà, comment faire pour travailler avec un corpus qualitativement très, très hétérogène. Voilà. Ça, c'est quand même une grande difficulté de la littérature comparée. Hein, voilà, mais c'était stimulant et en tout cas, j'y ai pris beaucoup de plaisir d'autant plus que ça a fait ressortir, hein, les qualités éthiques et les qualités poétiques, hein, de romans comme justement L'automne du patriarche ou Yo al Supremo, qui est vraiment un roman magistral, hein, du Paraguayen Roa Bastos. Donc ça, c'était quand même la première difficulté. L'autre difficulté, c'était toujours quant à l'établissement du corpus, parce qu'au départ, je voulais travailler quand même beaucoup sur les romans africains, notamment sur les romans d'un auteur ivoirien qui s'appelle Amadou Kourouma. Je voulais travailler sur Monnaie, outrage et défi et En attendant le vote des bêtes sauvages. Mais au fur et à mesure de l'établissement de ma problématique de thèse, j'ai dû restreindre à la question de l'écriture à la première personne du dictateur. Et j'ai trouvé que c'était très important d'être strict sur la question de ce qu'était un dictateur. Donc, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un autocrate, ce n'est pas un roi, parce que sinon, la question justement du dictaré, du discours, était biaisée. Donc, j'ai dû, voilà, à contre-cœur, en fait, hein, j'ai dû exclure ces romans-là de mon corpus, mais ça ne s'est pas fait rapidement, ça ne s'est pas fait tout seul. Donc, la question quand même de l'établissement du corpus a été parfois épineuse. Mais la plus grande difficulté, elle était clairement d'ordre pragmatique, hein, voilà, pour moi, parce que j'ai obtenu donc l'agrégation avant de m'inscrire en thèse, donc j'enseignais dans le secondaire. J'ai commencé aussi à donner des charges de cours à l'université, donc la question de la charge de travail a été quand même centrale, hein, pendant tout mon doctorat. La question du temps à dégager pour ma recherche. Oui, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, est-ce qu'on peut en venir à la soutenance et est-ce que tu peux nous dire, en nous détaillant un peu, parce que si c'est des comparatistes, il y a beaucoup de chances qu'il y en ait un certain nombre que nous ne connaissions pas, qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, il y avait donc Tiffaine Samoyo, donc professeur de littérature comparée aujourd'hui à l'Université de Paris 3, Emmanuel Bouju, professeur de littérature comparée donc, à l'époque à Rennes 2 et aujourd'hui à Paris 3, Philippe Forest, donc, qui était comparatiste mais qui est professeur de littérature française donc aujourd'hui et qui était à l'Université de Nantes, président de mon jury, et Alain-Michel Boyer, Université de Nantes, donc mon directeur de thèse, professeur de littérature comparée, spécialiste des littératures africaines notamment. Alors, d'une manière générale, quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée? Alors, passer bien sûr l'appréhension, hein, voilà, c'était quand même un moment d'échange très stimulant parce que bien sûr, j'avais eu l'occasion de parler de ma thèse lors de colloques ou de séminaires, de journées doctorales, etc. Mais jamais aussi longuement et jamais avec, j'allais dire, autant de spécialistes réunis uniquement pour moi. Donc, c'était quand même un moment d'échange très, très stimulant. Ça m'a ouvert aussi des pistes, hein, que j'ai travaillées par la suite. Et voilà, le deuxième souvenir que je garde, c'est vraiment un moment très fort de libération et un sentiment très fort suite à l'obtention de mon grade, en fait, de docteur, un sentiment inexplicable de légitimité. Ça, c'était vraiment, je me suis vraiment sentie légitime dans ma recherche. Alors, avant d'enchaîner avec la question suivante, je vais te poser une petite question annexe parce que ça me trotte dans la tête depuis le début. Ça fait déjà à 2 reprises que tu dis le magistral Yo el Supremo.
dois-je en déduire, ne t'inquiète pas, je ne t'arracherai pas les yeux si tu réponds pas dans le sens que j'attends, que c'était ton préféré dans ton corpus des Hispano-Américains? Et si c'est le cas, pourquoi? Alors, c'est difficile, là, tu me poses une question difficile. Non, peut-être à égalité avec Garcia Marquez. Mais oui, enfin voilà, c'est un roman. C'est un roman qui m'a. Je n'avais jamais rien lu de tel en fait avant ce roman, parce que c'est vraiment l'autobiographie fictive d'un dictateur historique, hein, Francia, donc le dictateur du Paraguay. Et ce roman, donc, que j'ai lu quand même, enfin, entre guillemets, à un certain âge, entre guillemets, à un certain stade de ma connaissance littéraire, je n'étais pas novice, voilà, je n'avais pas 15 ans, donc je l'ai lu et je ne parvenais pas à déterminer ce qui était de l'invention, ce qui était, j'allais dire, des faits historiques. J'avais même des difficultés parfois, tout en sachant bien sûr que Laura Bastos, par rapport à sa vie, ne pouvait pas être du côté de la dictature. Mais si on lisait simplement, si on lit simplement Yo el Supremo, c'est difficile justement de ne pas être perturbé. C'est difficile pour le lecteur de ne pas être complètement pris dans le labyrinthe de cette voix là du dictateur. C'est une voix en plus qui est scindée entre un yo et un elle, dont on ne sait pas toujours très bien définir les contours. Donc c'est vraiment un roman d'un point de vue poétique et d'un point de vue éthique, c'est un roman. Je n'ai jamais rien lu de tel en fait. Voilà. Mais bon, Garcia Marquez, ça reste mon roman de cœur. Je ne peux Bon, c'est pas bien, dire autrement. tu t'en es bien sorti. Alors, dans quelle mesure tu as l'impression que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui ont été, continuent d'être façonnées, influencées par ce travail de thèse? Alors, dans une mesure pleine et entière, alors d'un point de vue de mon enseignement, mais j'ai eu la chance d'être recrutée donc sur mon profil, donc l'ensemble de mes cours en fait s'intéressent à mes problématiques de recherche. Donc par exemple, j'ai eu le plaisir de donner un cours cette année de licence en deuxième année, justement sur l'automne du patriarche et sur Monet, outrage et défi donc de Kuruma. Donc la quasi-totalité de mes cours, hein, sauf quand il s'agit d'un programme d'agrégation imposé, mais la quasi-totalité de mes cours repose donc soit sur mon corpus de thèse ou sur mes travaux ultérieurs qui s'inscrivent dans le sillage de ma thèse. Donc pour la partie recherche, je travaille toujours sur littérature et politique, sur les littératures donc, qui témoignent de violences historiques et politiques. Alors, toujours dans une perspective transatlantique. Je pense notamment, là je travaille beaucoup en ce moment sur la littérature hispanophone de Guinée équatoriale, donc avec des auteurs comme Maria Tchue Angu ou Donato Ndongo. Donc il y a toujours ce prisme transatlantique qui m'intéresse énormément dans une perspective donc, politique. Et dans le sillage de ma thèse aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse sur la question comment dire, linguistique, notamment dans Yo el Supremo, puisque c'est un roman qui est écrit en espagnol, bien sûr, mais qui est innervé par le guarani. Et donc, la question de l'espagnol et du guarani comment dire, coïncide avec la question du centre et des marges. Donc, voilà, une question qui est centrale dans les romans de la dictature, bien sûr. Et donc, avec Roa Bastos, mais aussi avec Garcia Marquez, qui travaille beaucoup la langue caribéenne, eh bien, j'ai beaucoup travaillé, enfin, j'ai travaillé, dans une certaine mesure, cette dimension linguistique, ce plurilinguisme, en fait. Et c'est une piste qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment, puisque à partir donc de Roa Bastos et de ces liens entre Guarani et espagnol, eh bien, j'ai déployé ces questions de littérature autochtone face à la littérature, j'allais dire, à la langue, pardon, ces questions de langue autochtone face à la langue institutionnelle, la langue du pouvoir, et notamment donc, dans les littératures africaines. Donc, je travaille par exemple beaucoup en ce moment
sur un auteur kényan qui s'appelle Ngugi wa Thiong'o, qui a décidé d'écrire en Kikuyu, donc sa langue maternelle, pour, comment dire, entre guillemets, pour lutter contre l'impérialisme et l'hégémonie anglaise au Kenya. Je travaille aussi beaucoup sur ces questions-là, chez Kuruma, bien sûr, avec les liens entre malinké et français. Donc voilà, ma thèse a vraiment imprimé un grand nombre de pistes que j'explore aujourd'hui. Alors, je sais que tu as relu ta thèse puisque tu l'as publiée. Alors, est-ce que ça a été douloureux parce que tu t'es dit, mais comment est-ce que j'ai pu écrire ces choses-là, comme nous sommes nombreux à nous être dit c'est ça, ou est-ce qu'au contraire, c'était plutôt agréable et le passage de la thèse au livre n'a pas été difficile? Alors, le passage de la thèse au livre a été très difficile, mais pas tant par une forme de... Enfin, non, pas tant par des passages qui m'ont un peu dérangée, parce que finalement, j'ai vraiment pris plaisir à relire certains passages de ma thèse. Voilà, c'était vraiment un exercice que j'ai apprécié. Par contre, ça a été très difficile parce que j'ai dû énormément couper. Donc là, c'était vraiment un crève-cœur de couper, voilà, mais ce qui a donné lieu ensuite à un deuxième livre, voilà, le roman de la dictature contemporaine, donc Afrique-Amérique, et donc j'ai pu renouer avec le corpus africain que j'avais dû, encore une fois, à contre-cœur, vraiment, c'est un de mes grands regrets, hein, que j'avais dû laisser de côté. Bon, bah, du coup, voilà, une thèse qui donne 2 livres, c'est rentable et puis au moins tu n'as pas complètement des frustrations. Alors, Exactement. quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? Alors, le premier conseil qui m'a été donné, hein, c'est de connaître les règles du jeu. Surtout ensuite, si on souhaite avoir une carrière d'enseignant-chercheur, voilà, il faut savoir quelles sont les attentes, il faut savoir quelles sont les difficultés et y souscrire dans une certaine mesure, voilà, peut-être. Le deuxième conseil, hein, que tu m'as donné d'ailleurs, Caroline, donc je te remercie vraiment très sincèrement, c'est de persévérer. C'est pas évident parce qu'on a de nombreuses occasions de baisser les bras, de se décourager. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours énormément de postes, la concurrence est rude aussi. Voilà, bon, ce sont des réalités. Et persévérer sans aigreur, toujours avec enthousiasme, c'est très difficile. Donc, à cet égard, il faut savoir s'entourer. En l'occurrence, au GRELP notamment, j'ai toujours été très très bien accueillie et voilà, il faut savoir aussi participer à des moments de recherche comme ça, participer à des séminaires et toujours garder un pied dans la recherche sans aigreur. Alors pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire, s'il te plaît? Alors, la première phrase de ma thèse, donc dans sa version publiée, elle est très courte et c'est une question. Face au scandale de la barbarie, que peut la littérature? Alors, je ne sais pas, je ne vais pas me risquer à un commentaire. Voilà, j'ai en partie voilà, répondu tout à l'heure. Bon, c'est une aporie aussi. Donc, je ne sais pas si la littérature peut quelque chose et en même temps, à quoi servent les livres, hein, voilà, s'ils ne nous aident pas à vivre. Donc, J'imagine que si on lit avidement ta conclusion, on aura toutes les réponses à cette difficile question que tu posais en introduction alors. il y aura, j'espère, quelques réponses et l'une d'entre elles n'est pas des plus joyeuses. Hein. L'une des réponses, c'est faire l'expérience de la désolation. Et je crois que la littérature, hein, face à la barbarie, face au mal, elle nous donne parfois à faire cette expérience solitaire du mal, entre guillemets. Comment dire, c'est une plongée qui n'est pas sans conséquence. Je repense notamment c'est une petite digression, mais si on a quelques minutes, je repense notamment à un roman donc, de Coetzee, un roman qui s'intitule Elizabeth Costello, donc Eight Lessons. Elizabeth Costello, c'est un personnage donc d'écrivain. Et dans le roman de Coetzee,
ce personnage d'Elisabeth Costello s'interroge à un moment donné sur une lecture qu'elle a faite sur une autobiographie fictive d'un bourreau nazi. Et elle se demande si on peut sortir indemne, en fait, en tant que lecteur, de cette forêt d'horreur dans laquelle nous plonge parfois la littérature. Voilà, donc je n'ai pas vraiment de réponse rassurante. Je pense que le lecteur est parfois seul dans cette forêt d'horreur de la littérature et qu'il doit faire l'expérience du mal, de la désolation, quitte à en revenir après un peu altéré. Et peut-être remis au monde Oui, de il manière faut l'espérer, oui. plus consciente, ou faut l'espérer. Oui, oui, c'est ça. Bien, écoute, Cécile, je te remercie beaucoup pour cet entretien et puis je te souhaite une Merci à toi. bonne continuation en littérature hispanophone et en littérature comparée. Merci Caroline et au plaisir de nos futures rencontres.